Le divorce de Ben Affleck et Jennifer Garner a toujours semblé simple de l'extérieur. Il a lutté contre l'alcool, elle a choisi de partir, et ensemble, ils se sont concentrés sur la coparentalité de leurs enfants. Un récit propre, facile à accepter pour Hollywood, et encore plus facile à répéter. Mais 7 ans plus tard, cette histoire s'est fissurée. Dans 2025, Affleck a finalement fait un aveu qui a stupéfié l'industrie. La véritable raison de la fin de leur mariage n'avait rien à voir avec l'alcool, l'infidélité ou les versions des tabloïds auxquelles les gens se sont accrochés pendant des années. Jennifer Garner connaissait la vérité depuis tout ce temps. Elle l'a protégée en gardant le silence même lorsque ce silence lui a coûté la sympathie du public. Ce que Ben a finalement révélé a expliqué non seulement pourquoi elle a vraiment demandé le divorce, mais aussi pourquoi elle continue à le soutenir à ce jour. Et la vérité, quand elle a fait surface, a choqué presque tout le monde qui pensait comprendre leur histoire. Ben Affleck est né le 15 1972 à Berkeley, en Californie, au Alta Bates Summit Medical Center. Son nom complet est Benjamin Geza Affleck Bolt, un nom déjà chargé d'histoire familiale. Sa mère, Chris Ann Bolt, est très cultivée, ayant étudié à Harvard avant de devenir institutrice. Son père, Timothy Byers Affleck, est un homme animé d'une ambition artistique, poursuivant sans cesse des carrières d'écrivain et d'acteur. Mais l'ambition ne garantit pas la stabilité et les rêves ne paient pas le loyer. Alors que Ben n'a que 3 mois, la famille emballe tout ce qu'elle possède et déménage à l'autre bout du pays, à Falmouth, dans le Massachusetts, dans l'espoir d'un nouveau départ. Cette même ville deviendra plus tard le lieu de naissance du jeune frère de Ben Casey en 1975. Le foyer Affleck était rempli de livres de conversation sur des idées et du son des pièces de théâtre lues à haute voix. Chris citait souvent Shakespeare le soir, transformant l'heure du coucher en leçons tranquilles de langage et d'émotion. Timothy ramenait des scénarios de théâtre à la maison, remplissant l'appartement d'histoires inachevées et de potentiels non réalisés. Mais à côté de la créativité, il y avait une autre présence qui devenait lentement plus pesante, l'alcool. Timothy luttait pour garder un emploi stable oscillant entre des travaux de menuiserie et un travail de gardien à Harvard. La famille déménageait souvent, passant d'une ville à l'autre et d'un appartement à l'autre à la recherche de quelque chose de solide qui n'apparaissait jamais vraiment. Malgré l'instabilité, la curiosité de Ben pour les histoires ne s'est jamais éteinte. Enfant, il s'asseyait silencieusement dans les coulisses, regardant les acteurs de Boston, répéter, absorbant chaque mouvement et chaque réplique. Ce sens de l'observation est devenu une partie de son identité. Lorsque Ben a eu 11 ans, en 1983, le mariage de ses parents ne tenait plus. L'alcool, le stress financier et des années de tension émotionnelle ont conduit au divorce. Chris a installé Ben et Casey dans un petit appartement à Cambridge où l'argent était rare et l'espace encore plus restreint. Son salaire d'enseignante suffisait à peine. Les bons alimentaires aidaient, les vêtements étaient souvent d'occasion et le confort était rare. Mais elle n'a jamais abandonné sa foi dans les arts. Même lorsque la vie semblait fragile, elle a poussé Ben à continuer à jouer, convaincu que l'expression pouvait être une bouée de sauvetage. Ben a connu sa première grande chance très tôt. À l'âge de 7 ans, il a été choisi pour jouer dans la série éducative de PBS The Voyage of the Mimi, une 1984, Il ne s'agissait pas d'une simple émission pour enfants. Elle mettait en scène de vrais scientifiques, de vraies expéditions et des dialogues techniques sur les baleines, les sonars et la recherche océanique. Ben devait apprendre rapidement et se montrer convaincant. La série a été diffusée à l'échelle nationale et l'a fait connaître au public de tout le pays. La même année, alors que les téléspectateurs le regardaient explorer les mers à la télévision, le divorce de ses parents a discrètement remodelé sa vie privée. Son enfance s'est partagée entre les week-ends passés dans un appartement encombré, rempli des scénarios invendus de son père, et les jours de la semaine dans une maison modeste où chaque dollar était soigneusement mesuré. 2 ans plus tard, à 14 ans, Ben joue dans Wanted the Perfect Guy, une émission spéciale d'ABC qui explore la pression des pères et l'identité. Ce sont des thèmes que Ben comprend profondément, même si peu d'adultes s'en rendent compte. Il a déjà appris à entrer dans des pièces inconnues, à adapter son comportement
en fonction des spectateurs. Jouer n'est plus seulement mémoriser des répliques, c'est une question de survie, de compréhension des gens et de contrôle de la perception. À cette époque, la vie à la maison se complique. Timothy déménage à Los Angeles, toujours à la poursuite d'un dernier rêve de scénariste. Chris tente de scolariser Ben à la maison pendant un certain temps, espérant que cela l'aiderait à gérer la pression des emplois d'acteurs, parallèlement à un système scolaire impitoyable. La flexibilité a aidé professionnellement, mais émotionnellement, elle a fait en sorte que Ben se sente isolé et différent. La comédie a cessé d'être un intérêt secondaire. Elle est devenue la seule constante qui avait un sens. 1989, Ben est apparu sur le plateau de tournage de The Flash. Ce n'était pas un grand film, mais il l'a initié aux cascades, aux scènes d'action et aux équipes professionnelles. À seulement 17 ans, il se comportait déjà comme quelqu'un de plus âgé, façonné par des années de responsabilité. La même année, il est apparu dans Field of Dreams, jouant une version plus jeune du personnage de Kevin Costner. Bien que le rôle soit bref, il exigeait de la précision. Ben étudiait les mouvements de Costner de manière obsessionnelle, apprenant comment des détails subtils pouvaient définir une performance. Les longues journées passées sur le plateau lui ont appris très tôt la discipline. Ben a rencontré Matt Damon des années plus tôt dans 1984, à Cambridge Rindge and Latin School. Ils avaient tous les deux 12 ans, étaient tous les deux attirés par le cours de théâtre et avaient tous les deux faim de quelque chose de plus grand que leur environnement. Ils se sont liés par l'improvisation, l'argot local et la conviction commune que peut-être, juste peut-être, ils pourraient échapper à leur situation en racontant des histoires. Ensemble, ils ont écrit des sketchs, étudié des scènes, et plus tard déménagé à Los Angeles avec presque pas d'argent. Ils vivaient de nouilles ramen, partageaient un des espaces exigus et enduraient refus après refus. Ils ont auditionné pour plus d'une centaine de petits rôles. Certains ont payé, la plupart pas. Mais chaque échec les a poussés plus près d'écrire leurs propres opportunités. Ben a abandonné l'université du Vermont après un seul semestre en 1991. La comédie était la seule voie qui lui semblait réelle. La lutte l'a endurci. En 1992, il a décroché un rôle dans School Ties, celui du quarterback Chris Reese, un personnage défini par la cruauté et le privilège. Ben a dû crier des insultes, brutaliser un camarade de classe juif et incarner les côtés les plus laids de la hiérarchie sociale. Ce n'était pas un jeu d'acteur abstrait. Il s'est inspiré de ce qu'il avait vu en grandissant les lignes invisibles entre les quartiers, l'arrogance silencieuse de la richesse. La même année, il reçoit une autre leçon sévère. Pendant le voyage du Mimi, un tabloïd publie une fausse rumeur selon laquelle Ben aurait eu une relation avec une covedette de 15 ans. Il n'avait que 12 ans à l'époque. Il nie les faits, mais l'histoire se répand quand même. C'est la première fois qu'il se rend compte que la célébrité peut déformer la vérité, que des histoires peuvent être fabriquées à partir de rien, et que ces ombres peuvent durer bien plus longtemps que les faits. Par 1992, Ben Affleck et Matt Damon étaient fauchés, partageaient un appartement en sous-sol à Los Angeles et survivaient à peine en tant qu'acteurs. Sans argent ni soutien, ils ont commencé à écrire ce qui allait devenir Good Will Hunting. Les 40 premières pages ont été façonnées par leur propre vie, leurs frustrations et leurs observations. Ce qui a commencé comme une pièce en un acte a lentement évolué vers quelque chose de beaucoup plus grand. Pendant 3 longues années, ils ont réécrit le script à plusieurs reprises, affinant les dialogues, approfondissant les personnages et découvrant le cœur émotionnel de l'histoire. Ils ont reçu des conseils inattendus en cours de route. Terrence Malick a suggéré que la fin serait plus puissante si Will ne poursuivait pas Skylar, un changement qui a modifié toute la direction émotionnelle du film. William Goldman a ensuite supprimé près de 60 pages d'action inutiles et a souligné que le véritable cœur de l'histoire était le lien entre Will et son thérapeute Sean Maguire. Rob Reiner a insisté sur la clarté des arcs émotionnels, aidant à affiner des moments qui auraient pu être perdus. Ses mentors ont transformé un scénario brut en quelque chose d'honnête et de résonnant. Au moment de vendre le scénario en 1994, Castle Rock a accepté de l'acheter, mais à des conditions strictes. Ben et Matt avaient 6 mois pour trouver un autre studio s'ils voulaient avoir le contrôle créatif. L'affaire a failli capoter.
Tout ne tenait qu'à un fil jusqu'à ce que Kevin Smith transmette le scénario à Miramax. Cette seule décision a sauvé le film et changé la vie de Ben Affleck pour toujours préparant le terrain pour la célébrité, la pression et les luttes personnelles qui allaient plus tard définir non seulement sa carrière, mais aussi son mariage. Dans 1997, Gus Van Sant est devenu réalisateur et le processus de casting a commencé. Affleck a obtenu le rôle de Chucky Sullivan, mais le rôle n'a pas été facile. Il a passé des semaines à entraîner sa voix, à écouter les habitants de South Boston, à travailler pour obtenir le bon dialecte. Il ne voulait pas donner l'impression d'être un touriste, mais plutôt d'avoir vécu là toute sa vie. Le studio avait des doutes quant au choix de deux inconnus pour les rôles principaux, mais l'alchimie entre Damon et Affleck l'a emporté. Robin Williams, Minnie Driver et Stellan Skarsgård ont rejoint la distribution et le film a commencé à prendre forme. La scène qui a le plus frappé est survenue à la fin de la production. Chucky dit à Will que le meilleur moment de sa journée est les 10 secondes où il s'approche de sa porte et espère que Will est parti. Cette scène n'a pas été écrite mot pour mot. Elle a été tournée par une nuit pluvieuse et a nécessité 12 prises. Affleck improvisait, canalisant toutes ses craintes d'être coincé au même endroit, de ne jamais en sortir. Les mots venaient de lui, pas seulement du scénario. Damon a pleuré sur le plateau. Van Sant ne l'a pas arrêté. L'équipe est restée silencieuse. Tout le monde l'a senti. Ce monologue a capturé tout l'esprit du film et il est resté dans les mémoires. Puis vint mars 1998, la 70e cérémonie des Oscars. Good Will Hunting a remporté le prix du meilleur scénario original. Affleck et Damon sont arrivés, deux gamins qui avaient l'habitude d'écrire dans un sous-sol. Ils ont remercié leur mère d'avoir cru en ce qu'ils appelaient leur rêve délirant. Ce discours est resté dans les mémoires. Il ne s'agissait pas de se mettre en valeur, mais de faire le voyage, et toute la salle l'a ressenti. Peu de gens savaient qu'avant tout cela, ils avaient refusé une avance d'1 million de dollars parce qu'ils voulaient garder le contrôle de la création. L'argent aurait pu changer leur vie, mais ils se sont accrochés au scénario. Ils l'avaient déjà vendu pour 600 000 dollars, mais après les taxes et les réductions des agents, il ne leur restait plus grand-chose. Une Jeep, une maison de fête près du Hollywood Bowl. 6 mois plus tard, ils étaient à nouveau ruinés. Mais lorsque Good Will Hunting est enfin sorti en salle, il a rapporté 25 millions de dollars dans le monde entier. Ce seul risque a fait d'eux des légendes. Après cela, la carrière d'Affleck a évolué rapidement. Dans Armageddon plus tard, dans 1998, il a joué le rôle d'A.G., un dur à cuire envoyé dans l'espace. Lors d'une répétition, le harnais a eu un problème, le laissant pendre pendant 45 minutes, le corps endolori transpirant à travers les fils. Ce genre de stress physique est devenu partie intégrante de son rythme. Il a encaissé les coups et a continué à avancer. À 2000, il tournait Bounce avec Gwyneth Paltrow. Ils ont joué des amoureux hantés par la perte d'un être cher, mais l'émotion n'a pas disparu de l'écran. Ils se sont fréquentés par intermittence, mais la célébrité a commencé à les séparer. Lorsque Paltrow a remporté l'Oscar pour Shakespeare in Love, les projecteurs des médias se sont braqués sur eux de manière aveuglante. Ses amis ont dit qu'Affleck semblait distant, qu'il buvait davantage et qu'il voulait garder les choses en main, mais que cela glissait. Leur véritable alchimie a aidé le film, mais derrière les portes closes, leur lien s'est fissuré. En 1999, c'était fini, puis vint Pearl Harbor en 2000, Affleck a joué le rôle de Rafe Macaulay, un pilote de jouets Wabiti. La production a été massive. Plus de 20 avions de guerre restaurés ont volé à basse altitude au-dessus des eaux hawaïennes, mais au cours d'une cascade, l'un des avions s'est écrasé. 3 membres de l'équipe ont été blessés et le tournage a été interrompu pendant 2 jours. La sécurité est devenue une préoccupation majeure. Le studio est allé de l'avant. Les combats aériens et le triangle amoureux font partie d'une histoire épique en temps de guerre, mais la pression en coulisses est réelle. Dans 2003, il tente à nouveau sa chance avec Paycheck, un thriller de science-fiction. Le film fait un flop. Rotten Tomatoes ne lui a accordé que 27% sur 153 critiques. L'histoire est tombée à plat et les critiques l'ont rejeté. Cela a ébranlé sa confiance. Des années plus tôt, il avait refusé Matrix car il ne voulait pas jouer des rôles de science-fiction à outrance. Dans 2010, il a dit que c'était son plus grand regret. Regarder Matrix devenir un succès mondial a piqué au vif, surtout après l'effondrement de Paycheck. Dans 1999, sur le tournage de Dogma, la consommation d'alcool d'Affleck avait déjà commencé à monter en flèche. Il jouait Bartleby, un ange déchu, mais derrière la caméra, il s'emparait de flacons. Les tournages nocturnes à Pittsburgh étaient froids et longs.
La célébrité montait rapidement tout comme la pression. Il est entré en cure de désintoxication en 2000, 1,30 jours. Sa famille avait des antécédents en matière d'alcool. Il ne l'a pas caché. Ce premier aveu d'addiction fera partie de son histoire pendant des années. Ben Affleck ne s'est pas facilité la tâche en tant que réalisateur. En 2007, il s'est lancé à corps perdu dans les rues de Boston, avec Gone Baby Gone, son premier long métrage en tant que réalisateur. Il ne s'agissait pas d'un tournage en studio. Lui et son équipe ont repéré plus de 85 lieux de tournage dans toute la ville et ont réalisé tout cela en 10 jours seulement. Ils n'ont pas construit de décor. Ils ont tourné là où vivait l'histoire au Murphy's Law Bar, sur Summer Street, dans une maison sur Pond Street à Dorchester et même dans les carrières de Quincy. Il ne s'agissait pas d'avoir du style pour avoir du style. Il a choisi son propre frère, Casey Affleck, dans le rôle principal, s'est appuyé sur la lumière naturelle et a laissé la texture brute de Boston parler. Le résultat a été un film qui n'a coûté que quelques millions, mais qui a rapporté 34,6 millions de dollars dans le monde entier. La fin n'a pas apporté de réconfort. Elle a laissé les gens déchirés discutant du bien et du mal longtemps après le générique. Ce n'était pas seulement un bon début, c'était un coup de semonce. Affleck était sérieux et ce sérieux transparaissait dans chaque image. Affleck n'a pas non plus truqué le côté policier de l'histoire. Il a fait appel à de vrais policiers de Boston, en particulier ceux qui connaissaient la douleur des affaires d'enlèvement d'enfants. Il les a interrogés surtout de l'agencement des salles d'interrogatoire à la façon dont il faisait parler les suspects. Cette attention se retrouve dans chaque scène. Lorsqu'un enfant disparaît dans le film, on le ressent au plus profond de soi. Mais les enfants acteurs n'ont jamais été poussés trop loin. Affleck a engagé des entraîneurs qualifiés pour les guider en toute sécurité. Le réalisme vient du contrôle, pas du chaos. Même les voitures de police étaient réelles. Le résultat n'était pas brillant, c'était autre chose. On avait l'impression d'avoir vécu, et cela a valu au film une réputation d'honnêteté brutale, plutôt que de narration propre. En 2010, Affleck est revenu avec The Town, racontant cette fois une histoire de casse enveloppée de loyauté, de désespoir et d'histoire. Le film a coûté 37 millions de dollars et a rapporté 154 millions de dollars dans le monde entier, soit un rendement de 125%, ce qui est rare pour un film policier à combustion lente. Mais ce n'était pas de la chance. Le FBI a rejeté sa demande de filmer à l'intérieur des vraies chambres fortes de Charlestown et l'équipe les a donc reconstruites boulon par boulon sur des scènes sonores. Les acteurs n'ont pas non plus été devinés. Ils se sont assis avec de vrais braqueurs de banque apprenant comment ils se déplaçaient, parlaient et planifiaient. L'une des plus grandes séquences située à l'intérieur du Fenway Park a nécessité 10 jours de tournage. La tension n'est pas venue des effets. Tout a été filmé en temps réel, cela se voit. Mais la réalisation de The Town a failli capoter lorsque Affleck s'est opposé à son directeur de la photographie. Ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord sur l'aspect de la ville. L'un voulait que Hollywood brille. Affleck voulait que les bleus de Boston soient visibles. Il l'a donc viré en pleine production. Il a préféré faire appel à Robert L. Sweet, un collaborateur de longue date qui s'était fait connaître en tournant There Will Be Blood. L. Sweet a rempli l'écran de néons et d'ombres sombres, et ce punch visuel a permis au film d'obtenir une note de 94% sur Rotten Tomatoes. Les gens l'ont remarqué, les critiques savaient que l'histoire était forte, mais l'aspect du film l'a rendu inoubliable. Affleck ne s'est pas contenté de l'éclairage, il a également pris le contrôle du son. Il a investi 2 millions de dollars de son propre argent dans la post-production. Il voulait que les coups de feu résonnent comme lors de vrais braquages à Boston. Ils se sont donc rendus dans des champs de tir locaux, ont tiré des balles réelles et ont créé chaque son à partir de zéro. Cela a porté ses fruits. La nomination à l'Oscar du meilleur montage sonore n'a pas été attribuée au film. Elle a été méritée. Chaque détail a été délibéré. Affleck ne faisait pas de films d'action, il faisait des souvenirs qui vous prenaient aux tripes. Lorsqu'il a enfilé la cape dans Batman vs Superman dans 2016, la transformation n'était pas seulement émotionnelle, elle était aussi physique. Il a gonflé jusqu'à 215 livres, mangeant 3000 calories par jour et soulevant des poids comme une machine. Pendant 5 mois, son entraîneur l'a soumise à des exercices de deadlift et de cardio rigoureux. Il ressemblait à Batman, mais à l'intérieur, Affleck était déchiré. Il s'est durement battu avec le réalisateur Zack Snyder sur le cœur du personnage. Snyder voulait un Batman plus sombre et mortel, tandis qu'Affleck le voyait comme un héros qui garde la ligne. Ils se sont beaucoup disputés. La lutte s'est infiltrée dans le film. Certains fans ont adopté le ton sombre. Affleck était coincé entre la vision et la légende. Puis vint Justice League.
Ce qui aurait dû être un triomphe est devenu insupportable. La fille de Snyder est morte tragiquement, il s'est retiré et Whedon l'a remplacé. Affleck craquait déjà sous la pression de son divorce avec Jennifer Garner. Et voilà que le film commençait à s'effondrer lui aussi. Il tournait des scènes 18 heures d'affilée, dormant à peine. Il était émotionnellement vide, physiquement épuisé. Et le ton ne cessait de changer. Ce qui avait commencé comme l'épopée grinçante de Snyder s'est transformé en quelque chose de maladroit et d'inadapté. Affleck l'a dit lui-même, c'est l'un des chapitres les plus sombres de sa vie. Ce chapitre a atteint son paroxysme lorsqu'il a abandonné la réalisation de The Batman in 2017, en public, il a dit que c'était personnel. En privé, c'était une question de survie. La noirceur du scénario alimentait la sienne. Il entre en cure de désintoxication, luttant contre l'alcoolisme et la dépression. Le scénario de Batman ne faisait qu'empirer les choses. Il ne pouvait plus vivre dans cet état d'esprit. Warner Brothers a fait appel à Matt Reeves et la direction a changé. Le temps passé par Affleck dans la Batcave était terminé, et il a admis que s'éloigner lui avait probablement sauvé la vie. Mais même après s'être éloigné, le bruit l'a suivi. Dans 2021, un enregistrement audio oublié d'une interview de 2010 sur GMA a soudainement été divulgué. Dans ce film, Affleck hurlait contre un producteur à propos d'une qualité de son médiocre. C'était cru, c'était en colère. Et c'était réel. Les médias ont déformé l'histoire pour en faire une nouvelle crise d'Affleck. Mais pour certains, c'était un rare aperçu de la pression qu'il subit tous les jours. Les attentes, les étiquettes, les récits. Rien de tout cela ne vient de lui, mais de personnes qui voulaient une version de lui qui n'a jamais vraiment existé. Cette fuite ne l'a pas détruit. Elle a montré qu'il était humain imparfait, fatigué, acculé. Par 2023, le dernier rideau d'Affleck en tant que Batman est arrivé, le Flash. Son rôle n'a duré que 10 jours sur le plateau, mais son salaire ne l'a pas reflété. Il a gagné 25 millions de dollars pour ces 10 jours. Le monde des super-héros est rentable, mais il est rarement paisible. Affleck était fini. Il enlève son costume et avec lui un chapitre qui met à l'épreuve toutes les parties de son corps, son esprit et son âme. Les fans ont vu un caméo dans le multivers. Affleck a vu une porte se fermer. Il n'est pas parti en colère. Il est parti en sachant qu'il avait tout donné et qu'il s'était perdu dans le processus. Ben Affleck a rencontré Jennifer Garner pour la première fois dans 2000 sur le tournage de Pearl Harbor. Il jouait un pilote de la Seconde Guerre mondiale et elle avait un petit rôle d'infirmière. Ils ne sont pas tombés amoureux l'un de l'autre tout de suite. Tous deux voyaient d'autres personnes. Mais 3 ans plus tard, sur le plateau de Daredevil, les choses ont changé. Ils ont été choisis pour jouer le rôle d'intérêts amoureux et la connexion entre eux a commencé à se développer hors caméra. Garner a dit plus tard qu'il était grand, sombre et beau. Leur premier vrai rendez-vous a eu lieu lors d'un match des Boston Celtics dans 2003, Ce n'était pas très glamour, mais c'était eux. Tous deux venaient de villes ouvrières, Affleck de Cambridge et Garner de Charleston en Virginie occidentale. Ils ne se souciaient guère de l'éclat hollywoodien, ils voulaient juste quelque chose de vrai. Le 29, 2005, juin, ils se sont éclipsés aux îles Turques et Caïcos. Le mariage était secret petit avec seulement 30 personnes autour. Mais Affleck a oublié les interdictions de mariage, alors ils ont utilisé des cartes de clés d'hôtel à la place. Cela n'a pas eu d'importance. C'était personnel et tranquille comme il l'aimait. 6 mois plus tard, le décembre 2005, leur fille Violet est née. Affleck a décidé de prendre un congé de paternité. Il est resté à la maison, à regarder des tutoriels de couches sur YouTube et à essayer d'être un père pratique. Garner tournait Alias et jonglait avec la vie de nouveau-né. Ils se sont relayés, se sont entraidés et ont essayé de rester en dehors des feux de la rampe. Mais dans 2007, tout a commencé à trembler. Un tabloïd a publié une histoire sur la nounou Christine Ouzounian qui affirmait avoir eu une relation secrète avec Affleck. Selon elle, il y a eu des visites à l'hôtel, des SMS et même des moments d'intimité à l'hôtel Bel Air. Garner l'aurait découvert lors d'un voyage aux Bahamas. L'histoire a explosé. L'équipe d'Affleck a tout nié et a plus tard payé 500 000 $ dans le cadre d'un règlement privé. Après cela, ils ont renforcé la sécurité, verrouillé la vie privée et essayé de protéger les enfants du bruit. En 2009, Affleck réalisait The Town. Il travaillait à Los Angeles, mais faisait en sorte que le plateau se sente comme chez lui. Il faisait appel à des figurants qui lui rappelaient son ancien quartier de Boston. Il amenait les enfants sur le plateau et le transformait en terrain de jeu. Il a fait des recherches pour le FBI, a parlé à de vrais braqueurs de banque, tout en prenant le temps de s'occuper de sa famille. Garner était à nouveau enceinte, et ils essayaient tant bien que mal de faire en sorte que tout fonctionne. Mais dans 2015,
les fissures étaient trop profondes pour être cachées. Pendant le tournage de Batman v Superman, Affleck buvait beaucoup. Dans une interview 2018, il a admis qu'il buvait une bouteille de scotch tous les soirs. Il s'asseyait seul et essayait de repousser la douleur. Leur relation avait déjà commencé à se briser en 2013, mais ce n'est qu'en juin 30, 2015, qu'ils l'ont annoncé au monde entier. Garner a commencé à assister à des réunions à Al-Anon. Elle voulait comprendre ce qu'il traversait. Elle était fatiguée et blessée, mais elle ne l'a pas abandonné. La même année, ils ont déclaré au magazine People que c'était fini. Ils avaient essayé de suivre une thérapie, de rester ensemble pour les enfants, mais ça n'avait pas marché. Dans 2020, Affleck a déclaré que sa dépendance avait enterré toute chance de renouer le contact. Mais il ne voulait pas que les enfants vivent dans une maison pleine de tensions. Dans 2016, Affleck s'est encore plus ouvert lors d'une interview avec Howard Stern. Il a dit qu'il se sentait piégé par la pression d'être père. Il a utilisé l'alcool pour éviter les histoires à l'heure du coucher et le chaos de la vie à la maison. C'était difficile à entendre, mais c'était honnête. Garner l'avait conduite en cure de désintoxication plus d'une fois. Même lorsqu'elle était épuisée, elle le soutenait. Leur famille a fait des interventions. Ils croyaient encore qu'ils pouvaient s'en sortir. Le 28,2018 octobre, le divorce a été prononcé. La procédure a duré 2 ans. Affleck a accepté de verser une pension alimentaire de $100 000 par mois. Ils ont obtenu la garde partagée de Violet Serafina et Samuel. Ils ne voulaient pas que leurs enfants grandissent dans un foyer où l'amour s'était transformé en silence froid. Ils ont choisi la paix. Les médias étaient partout, mais ils sont restés silencieux. Ils ont continué à se montrer pour les enfants. En 2019, Affleck a rechuté pendant le tournage de The Way Back. Il s'est évanoui sur le plateau. Garner est intervenue à nouveau. Elle l'a aidé à faire un autre séjour en cure de désintoxication. Ils n'ont jamais cessé de travailler en équipe lorsqu'il s'agissait des enfants. Même lorsque les caméras les suivaient à la sortie des écoles ou dans les centres de désintoxication, ils ne laissaient pas cela entraver leur coparentalité. En mars 2025, Affleck a déclaré à JQ que sa rupture avec Jennifer Lopez n'avait rien à voir avec le scandale. Elle avait demandé le divorce le 20 août 2024. Ils s'étaient séparés quelques mois plus tôt le 26 avril, et l'avaient finalisé en janvier 2025. Il a dit qu'ils s'étaient simplement éloignés l'un de l'autre. La pression des médias n'a pas aidé. Il a essayé de protéger leur histoire, mais cela n'a fait que compliquer les choses. La même année, il a déclaré que le documentaire de HBO n'avait pas révélé de secrets profonds. Cela montre ce que vivent les vrais couples. Plus tard, dans 2025, il est apparu sur Jimmy Kimmel Live et a parlé à nouveau de Garner. Il l'a qualifiée de merveilleuse. Violette a maintenant 19 ans, Serafina 16, et Samuel 13. Depuis 2020, leur coparentalité est si harmonieuse qu'ils passent même Thanksgiving ensemble. En octobre, ils ont été aperçus à un match des Red Sox, puis à un refuge pour sans-abri travaillant côte à côte. Affleck a déclaré que la coparentalité avec elle était la joie de sa vie. En octobre 2025, Affleck et Lopez se sont montrés ensemble à la première new-yorkaise de Kiss of the Spider-Woman, un remake musical dans lequel Lopez avait joué et que la société d'Affleck avait produit. C'était leur première apparition publique après leur divorce. Ils ont foulé le tapis ensemble. C'était gênant, mais c'était vrai. Il a fait l'éloge de sa positivité et a dit qu'elle avait toujours été une lumière dans sa vie. Puis, il a dit quelque chose d'autre, il a appelé Garner sa véritable ancre, non pas parce qu'ils étaient ensemble, mais parce qu'ils avaient quelque chose qui durait au-delà de la romance. La carrière d'Affleck avait déjà rebondi. En 2022, il a lancé Artist Equity avec Matt Damon. Leur premier film Air est sorti en 2023 et a rapporté $90 066 pour un budget de $90 millions. Affleck l'a réalisé. Il a expliqué que sa sobriété depuis 2018 l'a aidé à rester concentré. Il voulait à nouveau raconter de vraies histoires avec un vrai contrôle. Dans 2025, il a déclaré à elle que le fait d'être honnête avec lui-même et avec Garner lui avait ouvert des portes qu'il n'aurait jamais cru possibles. Dans un profil de Vanity Fair, la même année, Affleck est revenu sur le passé. Il a déclaré que la plupart de ce que les gens croyaient à propos de leur séparation n'était que du bruit. Garner et lui ont pris leur temps. Ils ont changé. Ils ont évolué dans des directions différentes, mais elle l'a aidé à devenir le père qu'il a toujours voulu être. Ils regrettaient que le monde ait vu leur fin, mais pas la vie qu'ils avaient construite,
ni les enfants qu'ils avaient élevés, ni les leçons qu'ils avaient apprises ensemble.